Qui n'a jamais eu à culpabiliser d'un acte, d'un choix, d'une opinion ou d'un événement dans sa vie? La culpabilité, c'est le joyau de notre culture judéo-chrétienne. C'est une émotion qui peut s'exprimer comme une gêne qui passe vite, un malaise qui reste passager aussi, ou alors comme un poids qui leste votre vie tout entière et vous empêche donc de profiter de la vie. Âgée de 15 ans, je ne pouvais imaginer que cette émotion allait bouleverser ma vie et lui donner une direction que je n'avais pas envisagée. Je crois que mon histoire est en train de rencontrer la vôtre. Alors bienvenue dans le second épisode. Dans ma prairie, les roses se retrouvent et parfument ensemble. Les poètes s'exercent, les mots se dispersent, le silence résonne. Les âmes se délassent, les amis apparaissent, les tendresses se donnent. C'est avec une joie toute douce que je te fais entendre cette chanson, Jérôme. Elle s'appelle « Dans ma prairie ». Elle célèbre l'adolescence et le début des grandes affections. La prairie, ce bel endroit de nature où les amitiés fleurissent. L'amitié, depuis tout ce temps, mon socle. Les histoires se disent. Dans ma prairie, les saisons se poursuivent et déposent. Les êtres s'épaississent, les regards savourent, les vivants réconfortent. Les solitudes inspirent, l'espace est dessiné, le souffle sillonne. À 15 ans, je vivais ma vie d'adolescente tant bien que mal, dans une certaine insouciance, entourée de nombreux amis déjà, engagée dans de nombreuses activités, la musique, le scoutisme, les associations diverses, etc. Je n'avais évidemment aucune conscience du poids de ces non-dits, ni de la nécessité impérieuse de briser l'omerta. Alors, j'ai inconsciemment endossé le rôle de la mauvaise, celle par qui le malheur arrive. Je me suis arrangée avec cette croyance année après année. Je me suis sentie mauvaise aux yeux de notre mère qui ne faisait ni ne disait rien pour le démentir, tant elle jugeait le moindre de mes choix, de mes actes. Elle usait même de beaucoup de violence à mon égard, sous n'importe quel prétexte. Peut-être une expression de sa propre détresse, mais interprétée par moi comme un châtiment. Son comportement venait confirmer ma perception inconsciente. Je perdais confiance en moi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à fumer, à négliger les études, à me sentir ni aimable, ni légitime à aimer. Heureusement, c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à écrire, à chanter et à jouer de la guitare. Notre père, l'absent, avait fait le choix de s'éloigner de la famille. Il partait pour la semaine faire ses tournées de livraison en tant que chauffeur routier de grande distance. Nous avions de moins en moins d'échanges et surtout rien à ton propos, ni des circonstances de ta mort, pas un mot. Pas une émotion, une allusion, rien. Encore le silence, le vide. Les années qui ont suivi, chaque jour de mon anniversaire, j'ai eu le droit à toutes sortes de manifestations plus ou moins maladroites. Je devais accepter que dès à présent, chacun de mes anniversaires serait associé par la famille à la date de ta mort. Je recevais des cadeaux avec des petits mots du genre même si ce jour nous rappelle la mort de Jérôme, nous venons te souhaiter un joyeux anniversaire. Ou bien, en ce jour devenu triste, Béatrice, par le souvenir de Jérôme,
Je te souhaite malgré tout un heureux anniversaire. Bon, enfin voilà, l'art du double message et de l'absurdité, pour ne pas dire l'ignorance des cœurs. Oh, d'ailleurs, notre mère était assez championne dans l'exercice de l'anniversaire, ou comment enfoncer le clou en feignant de rester gentille et généreuse. Quand je suis devenue adulte, elle m'offrait un cadeau et me confiait 2 bouquets de fleurs. L'un pour mon anniversaire et l'autre à déposer sur ta tombe, Jérôme, en rentrant chez moi. Je partais avec mes 2 bouquets semblables et avant d'arriver au cimetière, inévitablement, j'éclatais en sanglots. Les bavards s'impatientent, les brutes déguerpissent, les salauds disparaissent. Les peurs s'apprivoisent, les doutes transforment, les histoires se disent. Dans ma prairie, les saisons se poursuivent et déposent. Les êtres s'épaississent, les regards s'avouent. Dans toute tragédie, il faut un coupable. La croyance s'était installée, j'étais la coupable. Tant elle, qui avait eu ces paroles malheureuses au retour de l'hôpital, ne s'est elle-même jamais reprise. Il eût été si facile pour elle de me dire « Béatrice, je suis désolée d'avoir été maladroite, mais mes mots ont bien évidemment dépassé ma pensée ce jour-là. Tant ma peine et ma colère étaient immenses. Je ne pensais pas à ce que je t'ai dit. Bien évidemment, tu n'es pas responsable du décès de Jérôme. » Eh bien non, pas un mot. Toujours le silence. Elle a bien essayé à diverses occasions de me faire des cadeaux plus ou moins justifiés, voire un peu plus importants que ceux de mes frères et sœurs à Noël, par exemple, ou pour mes anniversaires. Il m'a fallu plusieurs années avant de comprendre, mais j'ai pris ce qui m'était donné en plus, car ces excès de générosité qui faisaient de moi la privilégiée d'un instant venaient panser d'autres blessures. Le temps du lycée, je me suis beaucoup donnée à la musique et aux amitiés naissantes. Il m'était difficile de m'investir dans les études. Et pourtant, j'aimais apprendre. Je m'intéressais particulièrement à la littérature, à l'histoire, aux langues étrangères et à la philosophie. Néanmoins, la perte de confiance m'a souvent mise devant des échecs scolaires, allant jusqu'à me pousser à redoubler 2 classes de lycée, alors que mes capacités étaient importantes. Heureusement, mes aptitudes ont servi mon apprentissage quasi autodidacte de la musique, et de ce fait, rempli mon cœur bien souvent désœuvré. Je jouais de l'orgue à l'église chaque week-end et de la guitare dès que j'avais un instant. La guitare était mon doudou. La musique, ma force. J'écrivais quelques textes de chansons, souvent en guise de cadeau d'anniversaire pour mes amis. Puis j'ai commencé à écrire des textes que malheureusement j'ai perdus au fil des nombreux déménagements. Je me souviens néanmoins que certains exprimaient ma prise de conscience de l'abus de pouvoir et le mensonge des adultes. Je pense notamment à une histoire de moutons et de mauvais bergers. J'avais un petit public encourageant au lycée, y compris parmi les professeurs, à l'occasion des concerts de fin d'année. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai gardé un excellent souvenir de mes 5 années de lycée. C'était chaleureux et j'y avais une place. Je me sentais bien considérée, puisque chaque année, j'étais élue déléguée de classe. Je vivais tout à fait autre chose que dans ma famille. C'est à cette période d'ailleurs que je quittais la maison régulièrement le week-end. Je m'échappais. J'appartenais à un groupe de guides de France adolescentes, les Caravelles, branche féminine des scouts. On organisait des sorties entre ados 1 fois par mois. Je m'y amusais beaucoup. Je rompais, soulagée, avec la torpeur familiale durant ces 2 journées. J'étais même souvent triste de laisser François et Claire seuls dans cette atmosphère, sensation d'abandon. À d'autres occasions, je partais régulièrement avec une amie, Anne, du même groupe, passer le samedi et dimanche dans les abbayes locales. Nous y avions quelques entrées, facilitées probablement par le fait d'être un peu musicienne et indéfectiblement enthousiaste. Nous jouions parfois à l'office du dimanche, une récompense. Dans ces lieux de contemplation et de méditation, nous nous ressourcions, nous étions en paix.
le temps du week-end. Mon amie Anne et moi-même avions le même besoin, celui de prendre le large de temps en temps. Nous étions très complices dans cet élan du départ. Le séjour s'organisait en quelques coups de fil. Un sac à dos, nos instruments, flûte traversière pour Anne, guitare pour moi et quelques partitions d'orgue. Et surtout, à n'oublier sous aucun prétexte le ciré ou le kawaii, car on se déplaçait en autostop. L'un ou l'autre de nos parents nous conduisait quand même au point de départ et le retour se faisait bien souvent avec une facilité et une chance déconcertantes. Il nous est aussi arrivé de galérer sous la pluie, histoire de nous faire des souvenirs. Nous avons fait de belles rencontres, d'autres plus intrigantes mais jamais inquiétantes. J'en ai gardé un souvenir heureux et léger. J'aimais beaucoup chanter avec toi. Ta voix était si jolie, Jérôme. Délicate et juste dans le chant. Tu te souviens, le dimanche matin, on passait souvent les disques dans le salon. On chantait Le soulier qui vole de Chantal Goya. Et tu adorais cela. Waouh, je suis un petit peu submergée là par l'émotion. Ça faisait quand on a des sous, des souliers pour se balader, des souliers qui nous font danser quand on a des sous, etc. J'adorais ce moment avec toi. C'était notre rituel. Quel souvenir joyeux de toi. En septembre 1984, soit 16 mois après ton décès, maman donnait naissance à 2 enfants, Emmanuel et Grégoire, les jumeaux. Elle était enceinte seulement quelques mois après ta disparition. Je sentais que tout allait changer. En effet, leur arrivée a bouleversé la vie de notre famille. C'était un nouveau départ, une nouvelle chance d'être heureux. On revit, on rit, on joue, on aime, on s'autorise à être vivant. On reçoit souvent du monde. Tous se réjouissent, s'offrent des cadeaux, restent déjeuner. Beaucoup de bons moments et très peu de tristesse. J'avais de nouveau hâte de rentrer du lycée pour les retrouver. Notre mère pleurait beaucoup moins. Pour ma part, j'ai ressenti un grand soulagement à leur naissance. Une possibilité de m'accrocher à la vie. Je pensais moins à toi. J'étais happée par la vie revenue. J'ai souvent pensé qu'ils étaient un cadeau et même un trésor pour chacun de nous. Des sauveurs probablement. Un rôle un peu lourd à endosser pour ces 2 enfants qui n'ont rien demandé. Mois après mois, j'ai senti que notre fratrie se scindait. Les 3 aînés d'une part et les jumeaux d'autre part. J'ai réalisé que notre mère ne se projetait qu'avec les petits. Quand 3 ans plus tard, j'ai décroché le bac, je me suis inscrite avec plaisir dans une formation musicale à Paris et j'ai pu quitter la maison familiale à 20 ans. Je quittais aussi la prairie de mes insouciances pour découvrir le monde adulte. J'allais plonger dans l'immensité parisienne. Ce fut un grand saut que j'aurai plaisir à vous raconter dans un 3e épisode. À bientôt. Dans ma prairie, les roses se retrouvent et parfument ensemble. Les poètes s'exercent, les mots se dispersent, le silence résonne. Les âmes se délassent, les amis apparaissent, les tendresses se donnent. Dans ma prairie, les enfants grandissent, écoutent. Les bavards s'impatientent,
Les brutes déguerpissent, les salauds disparaissent. Les peurs s'apprivoisent, les doutes transforment, les histoires se disent. Dans ma prairie, les saisons se poursuivent et déposent. Les êtres s'épaississent, les regards savourent, les vivants réconfortent. Les solitudes inspirent, l'espace est dessiné, le souffle sillonne. Dans ma prairie, l'oiseau siffle le chant d'une terre sensible. Dans ma prairie, les enfants grandissent, écoutent. Les roses se retrouvent et parfument ensemble. Dans ma prairie, l'oiseau siffle le chant d'une terre sensible.